Aujourd'hui, dernière étape. Je viens de quitter Roquefixade et je vais direction Foix. Avant la croisade, la vie des bonshommes s'organise autour des petites communautés, appelées maisons communes ou ateliers. C'est là que bat le cœur de l'église cathare, des foyers d'artisanat, de prière et d'enseignement, dirigés par un ancien ou une prieure. Chaque membre y apprend un métier, tisserand, couturier, boulanger, meunier, cordonnier. Dans le respect strict de la règle, vivre du travail de ses mains, sans propriété, à l'image des apôtres et selon le précepte de saint Paul. Ces communautés, séparées entre hommes et femmes, mais unies dans leur mission, sont à la fois des lieux de vie, des centres de formation spirituelle et des espaces de transmission de l'évangile vécus dans la pauvreté et la justice. Lorsque la croisade et l'Inquisition imposent la clandestinité, les maisons ferment, mais l'esprit reste. Les parfaits s'adaptent. Certains deviennent ouvriers agricoles, d'autres charpentiers itinérants, guérisseurs, colporteurs. Ils travaillent chez ceux qui les abritent, cultivent des clairières isolées, payent leur logis en nature. Malgré les dangers, ils poursuivent leur mission, maintenant le lien entre les croyants et les prêchants, discrètement mais fidèlement. Une vie droite, active et présente au monde. Dans le catharisme, il n'y a pas de place pour l'isolement ni la contemplation stérile. Chaque geste, chaque métier devient un acte de foi. Au XIIIe siècle, le sud de la France est en feu. L'Église catholique ne débat plus. Elle traque, elle purge, elle brûle. Les cathares sont pourchassés. Mais ici, à Foix, on ne les persécute pas. On les écoute, on les cache, on les protège. Raymond Roger de Foix, comte d'Ariège, vassal rebelle, seigneur des montagnes, il n'est pas cathare, mais il refuse de livrer les siens. Refuse de plier le genou devant un pape lointain, venu imposer ses lois au Pays d'Oc. Et quand les croisés mettent la région à feu et à sang, ils montent vers Foix, confiants. Ici, ils trouvent des murs, des hommes libres, une volonté. En 1211, Simon de Montfort se présente aux portes du château. Il vient de brûler Béziers, de prendre Carcassonne. Il pense prendre Foix par la force. Mais le roc est haut, les sentiers sont traîtres et la garnison est prête. Le siège échoue, Foix tient, et plus encore, Foix résiste. Dans l'ombre de ces tours, des croyants passent, des bonshommes, des femmes, des enfants. Certains fuient vers Montségur, d'autres disparaissent dans les bois, dans les grottes, dans le silence. La guerre s'éternise, les trahisons s'accumulent. Raymond Roger meurt, son fils, Roger IV, hérite d'un comté à bout de souffle. Alors il fait un choix impossible. Il fait la paix avec le roi de France. Il laisse l'Inquisition faire son œuvre. Les cathares sont abandonnés, mais le château est sauvé. Foix n'a jamais été une citadelle cathare, mais elle fut leur refuge. Elle partagera leur destin, leur douleur et parfois leur trahison. Entre ces pierres froides, les échos ne se sont jamais tus. Ici, l'histoire ne juge pas, elle attend qu'on l'écoute. Le château de Foix, c'est 9 siècles d'histoire, mais c'est au XIe siècle qu'il devient vraiment ce qu'il est, le cœur du pouvoir comtal. Roger de Foix est le premier à fortifier sérieusement les lieux, et derrière lui, une lignée de seigneurs souvent rétifs à toute autorité.
surtout celle de Rome. Pendant les croisades, le château devient donc un refuge pour les persécutés. Mais certains prêchent encore dans les campagnes, d'autres trouvent asile dans les bastides, dans les bois, ou même sous les toits du château, là où l'ombre cache les choix qu'on ne peut plus dire. À l'époque, le château est déjà une forteresse, des tours carrées massives, des murs pensés pour durer, des citernes, des réserves, des souterrains. Une sentinelle de pierre posée là où la montagne rencontre le ciel. Le château traversera les siècles. Et au XIVe, un autre nom vient hanter ses pierres. Gaston Phébus, comte de Foix, poète, astronome, chasseur, un homme de science et de légende. On raconte qu'il aurait rencontré une entité dans les bois, qu'elle lui aurait offert puissance en échange d'un vœu qu'il emportera avec lui dans la tombe. Voici Foix, ni cathare ni croisé, mais libre toujours. De Port-la-Nouvelle à Foix, j'ai traversé plus de 200 km de paysages majestueux. En marchant sur les pas des cathares, chaque jour, chaque montée, chaque ruine m'a rapproché de leur tragédie, mais aussi de leurs rêves. Le sentier m'a offert ses silences, ses vertiges, ses levées d'aube sur les corbières et ses vents violents. J'ai longé les murailles encore debout de Perpertuse, Quiribus, Montségur, non pas comme un touriste, mais comme un témoin. Partout la mémoire cathare palpite. Mais ce sentier, c'est un chemin de dépouillement, d'errance et de questionnement. J'y ai trouvé la solitude, la beauté nue, et parfois une forme de paix. C'était une marche pour comprendre, pour raconter. Ici s'achève le sentier cathare. Kilomètre après kilomètre, nous avons suivi les traces laissées par ceux que l'Église et l'histoire ont voulu faire taire. Nous avons marché sur les crêtes battues par les vents, dans le silence pesant des ruines, là où les châteaux se taisent, mais leurs pierres, elles, se souviennent. Elles murmurent encore des espoirs brisés, des serments, des flammes qui ont voulu tout effacer. Ce sentier, c'est un fil tendu entre deux mondes, entre l'ombre du passé et la lumière des paysages, entre les blessures que le temps n'a pas refermées et la beauté sauvage de cette terre. Merci d'avoir marché à mes côtés, d'avoir ressenti peut-être un fragment de cette foi ardente, de cette liberté profonde que portaient ceux qu'on appelait les cathares. Mais si le sentier s'arrête ici, l'épopée, elle, se poursuit ailleurs. Et pour en suivre les derniers échos, il faudra prendre un autre chemin.